Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, le loup et l'homme ont commencé à se rapprocher. Vraisemblablement mus par une communauté d'intérêts, ces deux grands chasseurs vivant en société organisée et partageant les mêmes gibiers ont uni leur destin. Plusieurs hypothèses ont été émises sur les origines de la domestication du chien intervenue il y a plus ou moins 15 000 ans. Chasse en commun, loup ayant choisi de se rapprocher des hommes afin de profiter de leurs déchets, ou louveteaux adoptés par des groupes humains, toutes sont vraisemblables. La communauté de vie entre les deux espèces a produit les chiens que nous connaissons, tous différents, tous adaptés au travail ou au milieu qu'ils partagent avec l'homme. Le chien ne peut être scientifiquement qualifié d'espèce nouvelle, mais il présente des caractéristiques de plus en plus éloignées du loup originel. Le chien apparaît dans les plus vieux textes de l'humanité et dans les premières manifestations artistiques. Il y est certes décrit comme un compagnon, mais il est surtout un assistant de l'homme dans ses activités les plus fondamentales, la recherche de nourriture, sa protection et celle de ses biens. La chasse est sans conteste la première activité commune à l'homme et au chien. Cette complicité dans la recherche et la capture du gibier a toujours été présente et se perpétue aujourd'hui. Les méthodes de chasse, les terrains, les gibiers ont conduit à une extraordinaire diversification des types physiques de chiens. Ces races, nées d'une utilisation et d'un terroir, se comptent aujourd'hui par centaines. Chiens de terrier, chiens d'eau, chiens de meute, chiens d'arrêt ou de rapport, ils ont tous leur spécialité, leur construction physique, leurs caractéristiques olfactives ou visuelles. L'Épagnol breton a un excellent nez. C'est peut-être sa particularité qui fait qu'il sait très bien démêler les différentes émanations qui se présentent devant lui. Et c'est pourquoi, généralement, sur le gibier difficile, c'est vraiment un chien qui a beaucoup de décisions et qui s'en sort très très bien. Rien de commun entre la chasse d'un épagnol ou d'un pointer, formant avec leur maître un binôme inséparable, le travail d'une meute pistant et débusquant un gibier dissimulé dans les fourrés ou la recherche par un teckel. En outre, au sein d'une même race, chaque variété a sa spécialité. Toutes les tailles de teckel sont aptes à chasser, mais ils ne chassent pas tous de la même façon. Le standard est adapté pour chasser le gros gibier et le blaireau sous terre. Il travaille même très très bien en plaine. Il rapporte à l'eau. Le nain, en revanche, est plus adapté par sa taille à travailler sous terre au renard et sur terre au lapin. Et le caniche, la plus petite de nos tailles, travaille très très bien le lapin sous terre. La plupart des chiens de compagnie d'aujourd'hui furent à leur création des chiens de chasse. Cela ne semble pas évident pour les propriétaires de caniches ou de terriers de Yorkshire par exemple, mais le premier doit son nom à son talent de chasseur de canards. Le second était le fidèle auxiliaire des braconniers du Yorkshire au XIXe siècle avant de devenir la coqueluche de la bourgeoisie anglaise, puis de s'imposer dans le monde entier. Après avoir été l'auxiliaire indispensable des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, essentiellement nomades, le chien a suivi l'homme dans l'évolution de sa société qui va voir la domestication progressive des diverses espèces de bétail. Les gibiers sont devenus des troupeaux, nomades ou sédentaires, que le chien doit protéger des prédateurs que sont restés ses lointains ancêtres les loups. Les chiens
Tu peux pas garder un troupeau sans chien, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Il y en aurait que 50, il faut un chien. Ah oui. Chasseurs devenus protecteurs, les chiens sont éduqués soit pour la conduite des troupeaux, soit pour leur protection. Les premiers, capables de contrôler les déplacements des animaux de rente élevés pour leur viande, leur laine ou leur lait, sont particulièrement vifs et observateurs. Donc sur les bovins, c'est un travail surtout latéral qu'on leur demande et un travail de blocage sur certains passages. Et le but, c'est de venir pépère peinard derrière ces vaches et puis laisser le chien mener le troupeau. Parce qu'avant tout, je crois que le troupeau, il devient le troupeau du chien. Même si leurs fonctions sont peu ou prou identiques, les différents bétails, les conditions climatiques et les paysages ont forgé des chiens aussi différents que le Welsh Corgi qui se caractérise par des pattes courtes et un faible gabarit, le berger des Pyrénées ou le border collie de taille moyenne, ou les bergers de Brie ou de Beauce de grande taille. J'aime beaucoup les borders parce que d'abord c'est la Formule 1 du chien de berger, il n'y a pas mieux. Et ça je m'engage. C'est évident que c'est un chien qui est né pour travailler, qui a toutes les facultés pour bien travailler. Ce qu'il a de différent par rapport au berger des Pyrénées ou au berger allemand ou au berger picard, c'est qu'il travaille avec le regard. C'est-à-dire qu'il n'aboie pas, donc ça c'est assez sympa. Et il a une grande puissance du regard, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire qu'il hypnotise les bêtes. C'est-à-dire qu'il contrôle les bêtes avec le regard. Ils imposent leurs lois aux troupeaux par leur mobilité et leur réactivité en cédant dans certains cas de quelques coups de dents afin d'être obéis. Face à des animaux dont le poids est sans commune mesure avec le leur, les chiens de troupeau utilisent leur rapidité et leur maîtrise du terrain pour rassembler, immobiliser ou conduire les bêtes dont ils ont la charge. Dans la cour, les génisses, il vaut mieux un chien que 10 hommes. Parce que ça court vite et bon, ça s'épuise pas facilement non plus. Et c'est commode, quoi. C'est très commode. Ça se faufile là où on ne peut pas se faufiler des fois. C'est avant tout pour me faire plaisir. Les chiens de protection se caractérisent par leur aspect massif, leur puissance et leur résistance. Souvent méfiants avec les étrangers, ils ont pour fonction d'éloigner, voire de détruire les prédateurs. Certaines races ont d'ailleurs failli disparaître quand les grands prédateurs contre lesquels ils avaient été sélectionnés se sont éteints. Ce fut le cas du plus grand lévrier du monde, l'Irish Wolfhound, qui faillit bien rejoindre le loup au rang des souvenirs en Irlande, son pays natal. Mais d'autres chiens continuent à remplir cette fonction, tout particulièrement dans les régions montagneuses où de grands prédateurs ont subsisté. Ces chiens occupent une place à part. Plutôt solitaires, parfois peu sociables, ils remplissent leur mission de protection sans faillir. Toujours au service de l'activité pastorale, là où elle a subsisté. Le bouvier bernois, chien de protection par excellence, a longtemps rempli, du fait de sa corpulence, un rôle d'animal de trait. Attelé, il emmenait le lait de la ferme à la laiterie ou transportait les marchandises. Aujourd'hui, cette fonction est devenue exclusivement touristique. Mais de très lointains cousins du bouvier, plus proches physiquement du loup que les bouviers et autres gardiens de troupeaux, sont toujours utilisés pour le transport des hommes et des marchandises. Ce sont les chiens de traîneau. Aujourd'hui largement détrônés par des moyens mécaniques, ils sont si exceptionnellement adaptés à leur environnement qu'ils sont encore utilisés essentiellement pour des expéditions de longue durée ou dans le cadre d'activités sportives. My passion is to be outside and to be with dogs, and I think I had my first dog, Mama said, when I was 6 months old, so I've always had dogs, and it's a team. We all work together. We run up the hills, and we take care of them when they stop at night, and we attend to their every needs. And on the other hand, they bring us in to let us share their world with them. Si l'utilisation du chien comme animal de trait a disparu, il est encore une fonction bien particulière que cet auxiliaire polyvalent remplit au grand plaisir des gourmets, c'est le cavage.
Derrière ce terme un peu obscur dérivé du mot cavadou, qui désigne l'instrument qui permet de sortir les truffes du sol, se dissimule tout simplement la recherche de ces fameuses truffes. Ouais. Bravo. Ouais, bien. Ce champignon souterrain, ingrédient irremplaçable de la gastronomie, fut longtemps découvert grâce au flair de cochon. Mais le chien, dont les qualités olfactives sont immenses, a supplanté les porcins qui avaient tendance à dévorer le produit de leur quête. Et certaines races ont même connu une spectaculaire reconversion dans cette activité. C'est le cas du Lagotto romagnolo. Ah, c'est inné chez le Lagotto, sans aucun dressage, c'est naturel. C'est un instinct naturel. Le Lagotto est une ancienne race de chiens rapporteurs de gibier d'eau dans les marais de la région de Ravenne. Au fil du temps, ces marais furent asséchés pour en faire des terres agricoles et le Lagotto perdit progressivement son utilité spécifique. Mais il a été intelligemment reconverti dans cette lucrative recherche dans les plaines et les collines de la Romagne, sa région d'origine en Italie. Ça reste un chien qui aime l'eau, il a gardé son instinct pour l'eau, mais c'est tout. Ce n'est plus du tout un chien de chasse au gibier. C'est la seule race de chien truffier qui a uniquement pour vocation d'être truffier. Il a totalement perdu son instinct de chasse. C'est donc un chien, quand il est en travail de recherche de truffes, n'est pas gêné par une piste de gibier, n'est pas perturbé par quelque autre trace que ce soit. Il est uniquement obnubilé par la recherche de la truffe, pour lequel il a une passion dévorante. C'est également un merveilleux chien de compagnie, d'une intelligence rare, et qui crée un lien très 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 fort avec son maître. On ne quitte pas l'Italie puisque c'est dans les ruines de Pompéi que l'on a découvert la mosaïque romaine portant le célèbre Cave Canem. Attention aux chiens, l'avertissement n'a pas changé depuis plus de 2000 ans. Le gardien des lieux et des hommes veille sur la tranquillité du foyer. Les sociétés de gardiennage, mais aussi l'armée ou des organismes publics, utilisent ce sens du territoire, cette tendance innée du chien à protéger son maître et ses biens. Au-delà de l'aspect utilitaire, cette fonction a donné naissance à des disciplines sportives pratiquées par le chien et son maître, parmi lesquelles le ring et le monde de ring. Le ring, c'est une discipline de travail. On ressort toutes les aptitudes naturelles du chien. Dans cette discipline, le chien va faire plusieurs exercices. Des exercices d'osso, des exercices d'obéissance et des exercices, disons, dits de mordant. Pour eux, c'est le plaisir, comme un chien aime chasser, comme un chien courant va aimer courir derrière un sanglier. Eux, la partie mordante, c'est très important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une relation également de plaisir avec le maître, de complicité plus que de plaisir, à la limite. Parce que le chien qui travaille vraiment pour faire plaisir à son maître, il va aller chercher une paire de chaussures à la maison. Mais pour pouvoir faire 19 exercices différents, il va falloir quand même qu'il puisse les emmagasiner avec une véritable complicité avec le maître, plus que le plaisir. Défense du maître contre un agresseur, garde d'objets, calme et obéissance aux ordres, tout est fait dans ces disciplines pour développer l'instinct naturel de défense du chien, tout en l'encadrant dans des règles précises. Ces activités permettent de graduer la réponse à une agression en mariant de manière harmonieuse, calme et efficacité. Dans le ring, on retrouve cette harmonie maître-chien. Il faut une complicité à tout moment. Il faut que le maître et le chien se comprennent. Et ça demande 3-4 ans de travail, ça c'est évident. Ce qu'on veut dans le ring, c'est d'avoir un chien éduqué. Et on va retrouver pour les chiens qui sont de ring, des chiens éduqués dans la vie de tous les jours. Depuis l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge, le chien est également présent dans le paysage militaire. Son rôle a profondément évolué et ce sont aujourd'hui pour l'essentiel ses capacités de gardien qui sont utilisées pour protéger les installations militaires. L'armée moderne a été dotée d'auxiliaires précieux, les chiens bergers. Chacun d'eux est confié à un soldat chargé de son dressage. L'animal doit devenir absolument silencieux,
docile, S'il faut souple et chercher dans les rapide. films des bombardements de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre ou en Allemagne les images des premiers chiens de décombres, ce sont aujourd'hui les catastrophes naturelles ou technologiques qui constituent les théâtres d'action des équipes cynotechniques du monde entier. Ces brigades, autrefois l'apanage de quelques grands pays, se sont répandues afin de répondre à des besoins qui se sont mondialisés. Le domaine d'intervention des équipes cynotechniques s'est étendu à toute la planète. Lors de chaque tremblement de terre, glissement de terrain ou tsunami, les chiens de catastrophe sont là, mettant leur odorat au service des secours. Well, I was in charge in the police canine unit part. For the 8 months that we were there, I was in charge. Of course, I regret all of 9/11, but there's nothing I could do about it. I felt like I was in a science fiction movie, like it was unreal what had happened. And we did not know why the buildings came down in the beginning. We had no idea why they collapsed. In the first couple of days, our mission was to use the dogs to try to recover survivors. Well, unfortunately, there wasn't many people to rescue. No dogs found any survivors, unfortunately. Le travail de ces équipes hommes-chiens est le fruit d'un entraînement constant, d'une complicité entre l'homme et le chien. Le chien de décombre est avant tout attentif à faire plaisir à son maître. Il reçoit une récompense dès qu'il effectue bien son travail. Le chien ne fait pas la différence entre le décombre réel et le concours ici. Parce que c'est une équipe de copains, c'est une relation chien-maître qui fait que le courant passe. Pour lui, sa récompense, c'est le jeu qu'il va y avoir derrière, c'est la nourriture, le fait qu'on lui donne une croquette. Il travaille pour faire plaisir à son maître. Ce qu'on arrive à gérer ici va nous permettre sur intervention d'être encore plus opérationnel. Donc c'est complémentaire. Mais je ne chasse pas de ma tête que l'objectif premier est de sauver des vies humaines avec ce chien. Il a 4 tremblements de terre. 2 fois la Turquie en 99, l'Inde en 2000, l'Algérie en 2002. C'est un chien qui opérationnellement fait son travail. Pour moi, c'est l'objectif à atteindre. Aujourd'hui, on s'amuse. C'est des points, donc c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est sur un tas de cailloux, lorsque le chien ne trouve pas la personne, ça c'est grave. S'il y a une victime, je veux qu'il la trouve. Et s'il la trouve pas, c'est que moi, j'ai pas été capable et que j'étais un mauvais. Voilà. C'est un travail harassant pour le binôme. L'homme accompagne les déplacements du chien et ce dernier dépense une énergie considérable. Une séquence de recherche ne doit pas être trop longue afin de ne pas fatiguer le chien. L'un des premiers théâtres d'action des chiens de secours a été la montagne. Depuis des décennies, skieurs ou promeneurs ensevelis par des coulées de neige ou des avalanches sont retrouvés grâce au flair des chiens de recherche. Élitreillés dans des lieux difficiles ou transportés à dos d'homme dans des passages escarpés, les chiens sauvent quotidiennement des vies. En outre, les catastrophes naturelles sont souvent situées dans des régions difficiles d'accès ou soumises à de fortes contraintes climatiques ou d'altitude. L'entraînement des chiens de secours et de recherche doit tenir compte de ces aspects géoclimatiques. Notre objectif, c'est de comparer un petit peu ce qui se passe quant à l'homme et quant au chien en conditions d'altitude, quand il y a très peu d'oxygène. On a remarqué que le chien se comporte en fait beaucoup mieux que l'homme, donc on aimerait comprendre pourquoi. Le deuxième objectif, c'est de voir si on peut arriver à mieux préparer des chiens qui sont des chiens de catastrophe, amenés à intervenir dans le monde entier sur des tremblements de terre, donc les préparer lorsqu'ils sont en France, avant même qu'ils partent sur ces tremblements de terre pour travailler.
des chiens qui ont besoin d'une grande résistance physique, des chiens qui doivent endurer donc des efforts prolongés et aussi qui doivent avoir une capacité de récupération assez prononcée. On utilise des races bergers par leur qualité en plus de travail, des chiens qui sont obéissants, des chiens qui comprennent vite. Et donc on a toutes les races bergers, berger allemand, berger belge, les bergers type border collie, qui sont des chiens qui sont très efficaces dans ce type de travail. J'étais à 17 minutes 30 de travail, 17 minutes 30, t'es bientôt au bout. Allez, relance bien le chien. Ok, reçu. Un certain nombre de ces chiens sont déjà habitués à l'altitude puisqu'ils travaillent déjà sur des milieux neigeux. Mais pour l'ensemble, eh bien, nous les avons quand même régulièrement entraînés puisque ce sont des chiens comme opérationnels en recherche de personnes ensevelies. Et de ce fait-là, ce sont des chiens qui régulièrement, toutes les semaines, subissent des entraînements physiques et des entraînements de travail spécifiques. Allez. Oui, très bien ça. Allez. Oui. Allez, gamin. Dans la neige, sur terre, sous terre ou dans des décombres, l'endurance et le flair du chien font merveille. Mais l'élément liquide ne leur est pas étranger pour autant. Le secours à l'eau, qu'elle soit douce ou salée, est une spécialité du Terre-Neuve. Ce chien, puissant au long poil imperméable, est un spécialiste du sauvetage. Portant le nom du lieu où il fut longtemps utilisé par les pêcheurs, sa réputation est aujourd'hui universelle. Des compétitions sportives mettant en scène ce type de sauvetage sont organisées tout autour du monde. Dans le fait d'aller à l'eau pour sauver quelqu'un, il y a une grande part de génétique, c'est vrai. Il y a une grande part d'instinct. Cet instinct, il faut le canaliser, il faut le cultiver pour que le chien réagisse à des situations données, réagisse à des commandements donnés et puisse intervenir avec le maximum d'efficacité. Mais le travail repose sur, avant tout, l'instinct du chien. Je crois qu'il y a une complicité qui s'établit lorsqu'on saute d'un bateau, lorsqu'on nage, lorsqu'on va chercher quelqu'un. Mais c'est vrai qu'ils y trouvent, je crois, énormément de plaisir. Et ce plaisir, on le retrouve lorsqu'on est dans l'eau avec eux, par cette communication qui s'établit. Parce que c'est vrai que le chien, quand il travaille bien, il s'en rend compte. Et notamment dans le regard, on lit sa satisfaction et puis le plaisir qu'il a d'être dans l'eau avec nous et puis de travailler. Si le Terre-Neuve se caractérise par une puissance peu commune et une familiarité évidente avec l'élément liquide, c'est le flair qui a été le premier atout du chien dans sa coopération avec l'homme. Sa muqueuse olfactive est plusieurs dizaines de fois plus développée que celle de l'homme et sa mémoire des odeurs est impressionnante. On a naturellement fait appel à lui pour retrouver les êtres humains égarés ou recherchés. Chiens de police, chiens de pistage, ils sont capables de retrouver la trace d'un être humain entre des milliers d'autres. Accidentés, enfants ou promeneurs égarés dans les bois ou dans des souterrains, nombre de personnes doivent chaque année leur vie au flair des chiens de recherche ou de pistage. Le nez du chien ne lui sert pas uniquement à pister ou retrouver des êtres vivants. Il est couramment utilisé pour détecter des substances illicites comme les produits stupéfiants et même les explosifs qui ont également une signature olfactive et peuvent être détectés de la même manière. Il est impossible de fouiller tous les bagages, ouvrir toutes les boîtes, vider tous les tubes ou déshabiller toutes les carrosseries automobiles. Pour résoudre cette équation en apparence insoluble, une solution, le chien et son talent olfactif. Et notamment en explosif, il faut savoir une chose, c'est qu'on est tributaire de l'animal. Nous, humains, on n'a pas le nez assez affiné pour retrouver la charge explosive. On ne sait pas. C'est le chien qui va nous montrer. On est tributaire du chien. Si le jour il passe à côté d'une charge ou il va risquer la vie du maître, il va risquer la vie de plusieurs personnes des fois. On est quand même tributaire de l'animal.
Services de police et de douane travaillent avec le concours de chiens qui, dans les enceintes des aéroports ou aux postes frontières, passent en revue les bagages, fouillent les véhicules et repèrent ceux qui contiennent les produits qu'ils ont été entraînés à retrouver. Le chien de recherche s'acquitte de sa tâche avec efficacité en pleine complicité avec son maître. Le dressage des chiens guides atteint aujourd'hui un remarquable degré de perfection. Le chien guide est vraiment... La plus récente et la plus étonnante évolution dans la relation entre l'homme et le chien est intervenue lorsqu'est apparu le premier chien guide d'aveugle. Pour la première fois, le chien entrait dans la vie la plus intime de l'être humain en l'aidant à suppléer un sens disparu. 42 000 aveugles en France auraient besoin d'avoir un dino. La capacité d'apprentissage du chien, la douceur et la patience de certaines races ont permis un extraordinaire développement de ce rôle d'assistance sensorielle auprès de personnes malvoyantes ou malentendantes et permis d'améliorer leur insertion dans la vie personnelle et professionnelle. On est deux, nous on donne les ordres, le chien exécute, mais il a un pouvoir de décision parce que parfois on va lui demander d'aller tout droit et il y a un camion, une voiture, n'importe quoi qui bloque le passage. Le chien ne peut pas passer, donc c'est lui qui décide. Je fais beaucoup plus confiance à mon chien qu'à une canne. Quand le chien retire, on lui retire le harnais, c'est un chien, on peut dire comme un autre, hein, c'est un chien de compagnie. Tout naturellement, ce chien suppléant sensoriel est devenu un assistant pour les handicapés physiques. Son intégration dans la société humaine, sa capacité à apprendre et retenir de nombreux ordres ont fait merveille auprès de personnes dont la mobilité est réduite par la maladie. On va compenser avec le chien l'incapacité liée au handicap. Le chien va pouvoir répondre à 52 ordres, donc redonner de l'autonomie à la personne handicapée. Mais ça va très au-delà de redonner de l'autonomie. La chose qui me subjugue le plus, moi personnellement, c'est le facteur lien social. De penser que le regard des autres change à partir du moment où la personne handicapée sort dans la rue avec un chien d'assistance. Le chien va être l'occasion d'une conversation et il y a de véritables amitiés qui se créent à partir du chien. Donc le chien, pour moi, est un facteur d'insertion sociale, je le dis clairement. Dis bonjour. Oui, c'est bien. Je suis une fille unique. Et maintenant, d'avoir mon chien, je vais plus du tout m'ennuyer parce que ça, on va être... Ça, c'est bien, oui. Le chien est un extraordinaire auxiliaire de communication sociale. Il permet aux handicapés sensoriels ou physiques de communiquer avec les valides. Vous entendez des témoignages d'enfants tels que « Maintenant, j'ai plein de copains. Maintenant, on me regarde différemment. Je suis comme tout le monde. » Une très belle phrase également, un enfant très lourdement handicapé. Il m'a répondu quand je lui demandais si ça allait bien avec son chien. Il m'a dit « Ah oui, c'est formidable. Tout le monde m'envie. Maintenant, on m'envie. » Je trouve ça merveilleux de penser qu'un enfant peut transformer son état au point qu'il pense qu'il est enviable. Rien d'étonnant à ce que le chien puisse également permettre d'ouvrir une brèche dans les murs que peut dresser la maladie mentale ou le vieillissement. Ein Therapietier ist Teil eines professionellen therapeutischen Teams. Es wird dann eingesetzt, wenn es darum geht, Kranken die Möglichkeit zu geben, mit ihrer Erkrankung besser fertig zu werden. Ein Besuchstier hat eine auch sehr wichtige Komponente, nämlich die Frage der Auflockerung der Atmosphäre, der Schaffung von Gesprächsstoff und vieler anderer Dinge, die die Anwesenheit eines Hundes für Menschen so wichtig macht. Ce chien thérapeute est encore peu connu. Il prend petit à petit sa place dans le paysage hospitalier et plus particulièrement en pédiatrie et dans les maisons de retraite. J'ai vu que ce chien m'a appris à aimer le monde, parce qu'on est tellement gentil avec lui. Je ne regarde plus derrière, je regarde devant. L'apport de l'animal par rapport aux petites nuisances ou aux nécessités de réflexion qu'il peut entraîner est tel, l'apport est tel
que de toute façon, il est toujours préférable d'avoir des animaux dans un établissement parce que les résidents s'y sentent mieux et que c'est ça l'intérêt d'un établissement pour personnes âgées. Auxiliaire, assistant, sauveteur, voire thérapeute, le chien remplit des fonctions aussi diverses qu'importantes. Mais ces chiens qui travaillent ne constituent plus la majorité de la jante canine sous nos latitudes et dans nos sociétés modernes. Le chien est souvent aujourd'hui un chien de compagnie dont la seule fonction est d'être présent auprès de l'homme. L'animal joue un grand rôle dans le développement de l'enfant. Par exemple, Wawa est un des premiers mots prononcés par les enfants dans une famille qui a un chien, ou même s'il y a un chien autour de lui. C'est un objet saillant, tellement marquant, émotionnant dans le monde de l'enfant, que c'est un des tout premiers mots avec maman, papa et Wawa arrivent très très vite. Ça veut dire que très tôt, l'animal prend sa place dans la catégorisation du monde. C'est-à-dire que l'enfant fait une catégorie humaine, maman, papa, et une catégorie non humaine, Wawa, et puis une catégorie chose, feuilles sur lesquelles on peut taper, alors qu'un chien, c'est un être vivant. Donc son monde prend une cohérence parce qu'il y a des humains, des animaux et des cailloux et des feuilles. Ces chiens, et tout particulièrement ceux de petite race que l'on a tour à tour appelés chiens de manchon, chiens de luxe ou chiens d'agrément, pourraient bien constituer la préfiguration d'une évolution de la place du chien dans la société humaine. Il peut sembler paradoxal de rapprocher leur rôle de celui des chiens d'utilité ou de travail. Et pourtant, aujourd'hui, le chien de compagnie peut revendiquer pleinement son utilité. Il remplit une fonction sociale, psychologique et souvent familiale. La présence d'un animal et tout spécialement d'un chien est source d'équilibre, particulièrement auprès des enfants. Dans une famille, l'animal, chien, chat, même une tortue, peut prendre sa place dans l'équilibre familial. C'est-à-dire que les enfants parlent avec leurs parents de l'animal. Il prend sa place dans l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, la régulation équilibrante de la famille, et tout le monde se coordonne autour de l'animal pour les tâches, les corvées, les menaces, les gronderies, les pitreries, enfin la vie. Et l'animal prend sa place dans l'équilibre familial, c'est-à-dire c'est un membre de la famille, même si on ne le nomme pas comme ça, affectivement, c'est un membre de la famille. Vecteur de responsabilité, il constitue souvent le seul lien qui rattache certaines personnes à la société. Le chien dans la cité n'est pas un facteur d'isolement, bien au contraire. Il fonctionne comme un accélérateur de lien social. Il est le médiateur qui va permettre d'engager la conversation dans une société où la communication est souvent difficile. Outre sa fonction de rupture de la solitude, le chien procure à ses maîtres un sentiment d'apaisement et de confiance ou introduit dans leur vie citadine une petite part de cette nature qui leur manque. Le chien, forgé par l'homme au fil des millénaires, tient aujourd'hui une place sociale, économique, thérapeutique et familiale irremplaçable. Quel que soit son travail, quelle que soit son activité, qu'il soit directement au service de l'homme ou qu'il concourt à son équilibre émotionnel, le chien est sans conteste le premier ami de l'homme.